petite vidéo pour vous montrer le projet Microvision qui est mis à votre disposition pour justement réaliser le projet ELN3. Donc quand vous ouvrez ce projet, donc il est livré sous forme d'un fichier zip. Donc quand vous le dézippez, donc il va créer un dossier et dans ce dossier il va contenir un certain nombre de fichiers assembleurs. Donc quand vous ouvrez sous Microvision le projet, vous allez voir apparaître tous ces fichiers assembleurs. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc vous avez le fichier main qui va contenir, qui est destiné à contenir l'application je dirais de gestion globale. Donc on reviendra après en détail dans ce fichier. Et puis vous avez deux fichiers de librairie et puis un fichier base SP qui contient actuellement tous les squelettes des sous-programmes. Hein, donc on a à peu près 22-23 sous-programmes. Alors les squelettes sont vraiment réduits à leur plus simple expression. Il y a l'étiquette du nom de sous-programme et puis un ret. Donc, par contre, on a aussi en commentaire une information qui nous rappelle tous les passages de paramètres et les valeurs retournées. Donc ça, c'est, je dirais, le stock de sous-programmes, avec aussi ici, pour pouvoir coder les sous-programmes, c'est toutes les déclarations externes, c'est-à-dire que ces sous-programmes vont peut-être utiliser ces informations-là. Donc ces informations, vous verrez qu'on les retrouve aussi dans tous les fichiers de librairie. Et puis là, c'est la déclaration publique de votre sous-programme. Donc l'objectif, c'est quand vous allez travailler sur vos fichiers assembleurs, donc vous voyez, là on en a déclaré 5, parce qu'il y a des équipes, il y aura peut-être une ou deux équipes de 5 étudiants. Donc vous allez chacun devoir travailler sur votre fichier assembleur à vous. Donc là, il faudra bien sûr remplacer le nom 1, le nom 2, le nom 3, etc. Par les noms de chaque membre de l'équipe. Donc dans ces fichiers, qu'est-ce qu'on trouve? On retrouve de nouveau les déclarations externes, hein, parce qu'elles sont utilisées. Une déclaration de segment relogeable de code, et après, là, vous allez y mettre vos sous-programmes. Donc dans un premier temps, et si vous êtes réparti un peu les tâches, ben, vous allez par exemple aller chercher, supposons que vous allez travailler sur le premier élément, le read code, donc on va aller chercher le squelette du read code. Hop. Donc là, on va l'enlever, et puis on va le mettre par exemple dans celui-ci. Je le mets ici. Voilà, le squelette est là. Par contre, il ne faut pas oublier d'aller récupérer le public qui est ici, la déclaration publique. Donc là, si les choses ne sont pas très claires au niveau de ces directives d'assemblage, public, externe, etc., je vous demande d'aller regarder la vidéo consacrée au macro-assembleur 8051 qui explicite en détail toutes ces notions de directives d'assemblage. Voilà, et là, ma déclaration publique, je vais la mettre ici. Voilà, donc là, je suis prêt à éventuellement réaliser mon code, read code, dans ce fichier assembleur qui est ici. Donc on va pouvoir le mettre, faire apparaître dans le projet, parce que jusqu'à présent, tous ces fichiers sont visibles, hein, je peux les éditer, mais ils ne font pas partie du projet. Donc là, celui-ci, je l'ai rendu, il appartient désormais au projet, donc si j'assemble, théoriquement, là, je devrais assembler sans aucun problème. Donc ma structure de code, pour l'instant, est tout à fait correcte. Voilà, pas d'erreur, pas de warning. On va regarder un petit peu dans les fichiers. Donc là, je vous ai montré comment faire pour aller récupérer les squelettes des différents sous-programmes, pour les placer dans les différents fichiers assembleurs que chacun va devoir réaliser. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans ces fichiers de librairie? Donc le fichier librairie libproj ELN3, si on commence par le commencement. Tac. Donc aussi, là, on déclare en public tous les noms de sous-programmes qui apparaissent ici. Avant d'oublier, on voit que vous avez l'habitude d'utiliser le fichier d'include C8051F020.include qui contient toutes les déclarations de registres et de bits de l'espace mémoire SFR du 8051. Par contre, on voit ici apparaître un autre fichier include qui s'appelle proj_eln3. Donc si on regarde dans ce fichier proj_eln3, qu'est-ce qu'on a? En fait, on a des déclarations, alors, il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a des déclarations de la LED verte, donc ça correspond à une LED qui est positionnée sur la carte d'évaluation, donc effectivement ici on ne pourra pas vraiment la visualiser, et on a surtout la déclaration des 5 registres d'entrée-sortie que vous allez devoir mettre en œuvre dans ce projet. Et donc là on a affecté les adresses telles qu'elles sont prévues dans le cahier des charges.
Donc ce qui fait que vous n'aurez pas à vous préoccuper de vous souvenir de ces adresses, vous allez simplement manipuler ces noms qui correspondent à des adresses à l'espace mémoire extata. Donc je reviens à mon fichier librairie. Donc ce fichier Ninclude, on le retrouve dans tous les fichiers assembleurs. Il est ici, hop, il est ici, il est partout. Je reviens dans mon fichier librairie. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a quand même des segments un peu qui ont été définis de données, qui ont été prédéfinis. En fait, là pour l'instant on ne l'utilise pas. C'est pour ça que j'ai déclaré simplement réserver un octet que j'ai appelé exemple. Mon segment de code. Et ensuite différents sous-programmes. Donc un sous-programme d'initialisation du microcontrôleur. Donc là il va falloir les utiliser sans les modifier. Sous-programme d'initialisation, donc en quelque sorte on est obligé de faire quelques initialisations pour pouvoir utiliser l'UART, l'interface série. C'est donc le périphérique qui va nous permettre de dialoguer avec un terminal. Des configurations de bus mémoire, donc effectivement à partir du moment où on va pas avoir de réalisation physique, c'est vrai que là ça n'a pas vraiment d'importance. Une configuration de la source d'horloge du microcontrôleur, donc on va travailler avec un oscillateur externe, avec un oscillateur à 22,1184 MHz. Donc, pourquoi une valeur aussi biscornue? Tout simplement pour pouvoir respecter des vitesses de transmission standardisées sur les ports série quand on communique avec des terminaux. Bon, là, je dirais que c'est complètement hors du cadre de ce module. Mais bon, néanmoins, on est obligé de faire ces configurations. Ensuite, des petites routines de configuration pour le timer 3. Donc, il y en a deux. Celle qu'on va utiliser dans ce projet, c'est celle-ci, qui permet de configurer un timer, donc un temporisateur, pour générer des interruptions toutes les 10 millisecondes. Ensuite, on a un sous-programme de configuration de l'UART. C'est justement le dispositif qui va permettre de communiquer avec le terminal. Et on a deux sous-programmes que vous allez utiliser. Un sous-programme Putchar UART0. C'est un sous-programme qui permet d'envoyer un caractère, simplement un seul caractère, donc un octet, vers le terminal. Donc en passant comme paramètre la valeur dans R7. Et il ne retourne aucune information. Et l'autre sous-programme, c'est pour, au contraire, récupérer un caractère si le terminal a envoyé un caractère. Donc là, c'est la fonction getCharUART0. Pas de paramètre d'entrée, par contre, en paramètre de sortie, c'est quelque chose qui sera stocké dans R7. Donc si on a vraiment reçu un caractère, on aura la valeur du caractère dans R7. Par contre, s'il n'y a pas de caractère qui a été reçu, on va retourner la valeur FF. Sachant que, alors effectivement, il peut y avoir une ambiguïté si jamais le terminal envoie le caractère FF. FF est un caractère, je dirais, un peu particulier. Il ne sera jamais transmis par le terminal. Donc, on renvoie FF quand on n'a rien reçu, de manière à ce que, quand on va utiliser cette fonction, on sache est-ce que j'ai reçu ou pas un caractère. Et en dernier lieu, on a une fonction de temporisation qui est paramétrable. Donc vous avez effectivement le texte explicatif. Donc si jamais vous avez besoin d'une fonction de temporisation, elle est déjà créée et elle est relativement précise en termes de temps d'exécution. Voilà. Ensuite, on a encore un autre fichier de librairie qui s'appelle lib. Alors, vous voyez, si je clique dessus, il ne se passe rien. Tout simplement, c'est normal. Tout simplement parce que c'est un fichier objet. C'est-à-dire qu'on n'a pas souhaité mettre à disposition ce code. Donc, il va pouvoir être utilisé, mais vous n'avez pas accès aux sources. Donc maintenant, analysons ce qu'on a dans le fichier main, qui va contenir l'application proprement dite. Donc vous allez coder plein de sous-programmes qui vont se trouver ici. Et l'application proprement dite qui va être dans le main projet ELN3, en fait, ça va être une suite d'appels de sous-programmes. Il n'y aura pas que des appels de sous-programmes, mais il y aura quand même beaucoup d'appels de sous-programmes. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans ce fichier? Donc encore une fois, l'include projet ELN3. On retrouve les déclarations, donc ça c'est tous les noms, alors, ça c'est tous les sous-programmes qui ont été définis dans le fichier lib.projet ELN3, ces deux lignes. Et ça contient aussi un nom de sous-programme qui a été rédigé dans le fichier lib.projet ELN3, la version cachée. Ensuite, ça c'est tous les sous-programmes que vous allez mettre dans vos fichiers assembleurs qui sont ici, ainsi que des déclarations publiques, c'est-à-dire des choses qui sont déclarées dans ce fichier et qui sont rendues visibles pour les autres programmes. Au niveau des segments, un petit segment de pile, donc on a réservé 40 octets, on a prévu un peu large. Un segment en Xdata, pour l'instant il ne contient que le tableau Tabisto. Voilà, vous pourrez bien sûr en rajouter.
J'allais dire autant que vous voudrez, attention, il ne faudra pas dépasser la taille de 4095 octets au total. Un segment IDATA, donc là on a déjà déclaré 3 variables pour l'espace memory data. Ce sont les 3 variables qui correspondent aux variables qui vont permettre de gérer l'horloge temps réel. Un segment de data, pour l'instant il est vide, on a mis simplement une valeur pour montrer un exemple d'utilisation. Vecteur reset, vecteur d'interruption, et ensuite toute une série de constantes. Donc dans le cahier des charges, hein, les codes d'accès autorisés sont stockés dans une table qui s'appelle tabcode, qui sont ici. Donc on a actuellement, le format de cette table, c'est le premier élément contient le nombre d'éléments de la table, donc on a F, donc ça veut dire que la table contient 15 éléments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On a bien 15 éléments. Une table display 7S, donc c'est pour tout ce qui est décodage BCD vers 7 segments. Donc ça, vous en aurez besoin dans un sous-programme. Et ensuite, des bouts de chaîne de caractères qui vont être utilisés quand on va renvoyer des informations vers le terminal. Et ensuite, c'est le code proprement dit. Donc, quand on démarre, vous voyez qu'on fait un saut vers Start Programme. Donc, on va arriver ici, initialisation de la pile. On appelle le sous-programme de configuration globale du microcontrôleur. On va mettre à 0 la LED verte. Et ensuite, on va appeler le sous-programme qui permet de configurer le timer 3 pour générer une interruption toutes les 10 millisecondes. J'appelle ma configuration pour l'UART0 et j'appelle un petit sous-programme démo UART0 qui va permettre d'afficher un message sur le terminal. Ensuite, on valide global les interruptions et on rentre dans une boucle infinie qui contient, donc je ferai une démonstration tout à l'heure, je vous montrerai un peu qu'est-ce qui se passe ici. Donc sous-entendu, toute cette partie-là, vous pourrez la modifier parce que votre code applicatif va être mis ici et vous aurez bien une boucle infinie qui va tourner en continu sur ce code applicatif. Donc on va faire je vais réassembler mon programme et on va lancer une petite simulation. Voilà, donc on est prêt à lancer la simulation. Donc quelque chose, on doit envoyer des messages au terminal, donc là on est en simulation. En fait, en simulation, on va pouvoir visualiser une fenêtre de terminal. Donc c'est la partie Serial Windows. Et là on va sélectionner l'UART1. Donc on voit apparaître ma fenêtre terminal ici. Et je vais faire un run. Donc là je ne mets pas de point d'arrêt, rien du tout, on va voir ce qui se passe. Voilà. Donc j'ai lancé, il est en train de tourner et on voit qu'il a affiché un message, système OK, CPU Lyon, etc. Donc ça, hop, je vais l'arrêter. En fait, cette ligne elle est affichée grâce à mon sous-programme. Il faut que j'aille dans mon main. Dans mon sous-programme qui est ici. Hein, c'est-à-dire que si je mets un point d'arrêt ici, je vais faire un reset. J'exécute, il est prêt à exécuter cette ligne. Et pour l'instant, vous voyez, rien ne s'est passé. Et c'est une fois que je vais cliquer ici que je vais afficher ce message. Donc le but de ce démo UART0, c'est simplement de montrer que l'UART0, mon périphérique de transmission série est bien configuré et que je suis capable de lui envoyer une chaîne de caractères. Donc ça, bien sûr, cet envoi de chaîne de caractères, elle est faite dans le sous-programme qui est placé dans le fichier objet, c'est-à-dire que vous n'avez pas accès aux sources. Donc vous, dans certains sous-programmes, vous allez devoir refaire la même chose. Ensuite, je voulais aussi vous montrer, donc là je vais faire, le programme s'exécute en continu, donc si je sélectionne cette fenêtre, théoriquement, si j'appuie sur des caractères, vous voyez qu'il s'affiche des choses. Hein, c'est-à-dire que j'appuie sur la touche, sur mon caractère A, je vois bien afficher des A. En fait, normalement, théoriquement, je devrais pas voir apparaître ça. Alors si je vois apparaître ça, c'est tout simplement parce que dans le code, j'ai inséré, dans mon main, on tourne en boucle, j'ai inséré ce bout de code. Et qu'est-ce qu'il fait ce code? Il vient regarder, est-ce que j'ai reçu un caractère? Et si j'ai reçu un caractère, donc là il teste, est-ce que j'ai reçu un caractère ou pas? Sous-entendu, si j'ai reçu un caractère, il est forcément différent de FF, donc je vais aller ici. Par contre, si je n'ai rien reçu, donc je vais retourner la valeur FF, là je vais revenir au début. Donc dans le cas où j'ai reçu un caractère, qu'est-ce que je vais faire? Et bien, alors, déjà le caractère que j'ai reçu ici, il a été stocké dans R7. Et là, quand je vais appeler le sous-programme pour transférer le caractère, je vais récupérer
le passage de paramètres se fait au travers du registre R7. Donc sous-entendu, si j'ai reçu un caractère ici qui a été stocké dans R7, quand je vais appeler Putchar, ce caractère qui vient d'être reçu va être aussitôt renvoyé. C'est ce qui se passe ici, on a ce qu'on appelle un écho. C'est-à-dire que parce que j'ai mis en place ce petit bout de programme, quand je tape sur quand j'appuie sur le touche sur le clavier, elle apparaît ici. Par contre, si j'enlève, en supposant que j'enlève ici, donc on va le faire, on va supprimer ce petit bout de code, donc ça c'est dans le main, c'était ici, c'était ici, je vais supprimer toute cette partie là. Si je supprime ça, hop, donc je ne fasse pas de bêtises non plus, je fais un jump in, voilà, donc là je tourne en boucle ici, donc j'ai supprimé le getchar et le putchar en fait, j'assemble, voilà, pas d'erreur, pas de warning, je lance la je passe en mode simulation, je lance l'exécution de mon code, donc je ne vais pas enlever mon point d'arrêt. Voilà, donc là le programme tourne en continu. Par contre, si j'appuie ici, vous voyez, si j'appuie sur là, je frappe une touche sur mon clavier, il ne se passe rien ici. Tout simplement parce que j'ai enlevé le petit bout de code qui, en quelque sorte, dévalide l'écho de caractère. Donc ça, c'était simplement ce code, il a simplement été inséré pour vous permettre un peu de comprendre comment fonctionne le getchar associé au putchar. Donc après, dans votre programme applicatif, vous pourrez bien sûr complètement l'enlever. Une dernière chose, peut-être pour vous montrer le fonctionnement de la routine interruption. Donc dans le code d'interruption, pour l'instant, je mets simplement à 1 le signal green LED et je le remets 0 à la fin du code d'interruption. Je sauvegarde le registre d'état et puis là, cette ligne, elle permet de remettre à 0 un flag dans le registre qui gère le timer. Je dirais que il faut surtout pas y toucher. Par contre, c'est pas du tout l'objet de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ça. Donc on va utiliser la fenêtre, l'analyseur logique, et on va visualiser le signal green LED. Setup, hop, on va l'appeler ici. C'est green LED, hop. Voilà. Et là, je vais exécuter mon code. Donc j'exécute un petit moment, j'arrête. Et là, je vais changer de fenêtre et on voit bien apparaître. On va se positionner au tout début. Ici, si je mets mon curseur ici, on va mettre, voilà, si je mets mon curseur, je suis à 14,524 secondes. Et là, je suis à 14,535 secondes. Donc oui, c'est bien à peu près passé à 10 millisecondes. Bon, après, là, la précision est surtout due au fait que je n'ai pas positionné mon curseur correctement. C'est vrai qu'on pourrait reprocher à l'analyseur logique de ne pas pouvoir remettre à 0 les curseurs. Ça reste quand même quelque chose de relativement rudimentaire. Mais ça permet quand même, donc, sous-entendu, si je fais un zoom, sous-entendu, cette durée-là correspond au temps d'exécution de ce programme d'interruption. Là, le temps est très très bref. On est à 14,524,71 et on est toujours à 524,71. Sous-entendu, il faudra encore zoomer en plus. Donc là, c'est un programme d'interruption qui dure quelques microsecondes. Donc là, si la grille est à 50 nanosecondes, ouais, la grille est à 50 nanosecondes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on a un programme qui dure 350 nanosecondes. Il ne dure même pas une microseconde. Ce qui est normal, puisqu'en fait, on n'a quasiment rien dans le programme d'interruption. Voilà, on a un peu fait le tour des éléments qui sont dans le projet. Je pense pas qu'il y avait encore d'autres choses à montrer. Donc retenez bien, il faut aller, pour mettre vos sous-programmes, il faut aller piocher dans ce fichier-là. Pour un sous-programme donné, donc on récupère son squelette, on le met dans le fichier assembleur, dans votre fichier assembleur. Vous n'oubliez pas aussi, par exemple là c'est le sous-programme read park in, d'aller récupérer la consigne publique, enfin la directive d'assemblage public, read, là j'avais sélectionné je ne sais plus qui,
Supposons qu'on aille chercher le BCD to set seg, par exemple. Donc, je récupère ce squelette, des codes BCD to set seg, et je récupère aussi le public BCD, où est-ce qu'il est? Hop, il est là. BCD to set seg. Et on place tout ça dans le fichier assembleur. Et ensuite, je peux réaliser mon code assembleur pour traiter ce sous-programme. Et ça, je le fais, vous devez le faire pour tous les sous-programmes qui sont ici. Ce qui fait qu'à la fin, théoriquement, si vous avez codé tous les programmes assembleurs, le base SP va être complètement vide. Voilà, donc maintenant, la balle est dans votre camp. Bon courage pour ce projet.